Bonjour à tous, je m'appelle Jack. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble une affaire terrible. L'histoire tragique de la famille Rose est considérée comme l'un des crimes les plus étranges et déroutants commis en Amérique ces dernières années. Ce cas a frappé les enquêteurs non seulement par son cynisme et sa cruauté, mais aussi parce que les victimes et les suspects présumés étaient des proches parents. Malgré le temps écoulé depuis le crime et la peine lourde déjà purgée par le coupable, de nombreuses questions restent sans réponse. Beaucoup doutent encore de la justesse du verdict rendu par la justice. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il s'agissait d'une famille ordinaire vivant dans une banlieue résidentielle de Bristol, dans l'État du Tennessee, qui n'avait jamais attiré l'attention des forces de l'ordre auparavant. La famille était dirigée par un couple âgé, Curtis et Lena Maria Rose, mariés depuis plus de 40 ans. Ils avaient 2 filles adultes et 6 petits-enfants. Nous allons nous concentrer uniquement sur les membres directement impliqués dans cette affaire médiatisée. Au moment du drame, dans la maison et ses environs, se trouvaient les propriétaires âgés, Curtis et Lena Maria Rose, leur fille aînée, Tosha, âgée de 39 ans, son mari James et leurs 6 enfants. 2 des enfants étaient communs à Tosha et James, tandis que les 3 autres étaient issus d'une précédente relation. Une fillette du voisinage était également présente, venue jouer avec eux. Je m'appelle Elias Monclerc, vous regardez la chaîne Les Ombres du Crime. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravie de votre abonnement et like. Bon visionnage. Il est important de noter que Tosha, James et leurs enfants vivaient chez les parents de Tosha depuis environ 2 mois, car leur propre maison était en rénovation. Peu après, un autre personnage clé de cette histoire, Seth Denton, 19 ans, arriva à la maison. Il était le fils aîné de Tosha, mais ses relations avec sa mère et son beau-père étaient tendues, pour dire le moins. Ils évitaient tout contact, et leur dernière rencontre s'est terminée tragiquement. Selon les voisins, le couple Rose semblait heureux et prospère. Leur fille Tosha était également mariée dans de bonnes conditions avec James, mécanicien automobile passionné par la restauration de voitures anciennes. C'est dans la maison familiale des Roses que le drame s'est déroulé. Les policiers arrivés sur place ont qualifié la scène de crime de la plus terrible qu'ils aient jamais vue, la plus sanglante de l'histoire de ce comté paisible. 2 femmes, Lena Maria et Tosha, mère et fille, ont été retrouvées dans la maison, blessées par balles à bout portant. Tosha était assise sur une chaise à la table de la salle à manger, tandis que sa mère gisait au sol, entre la table et le réfrigérateur. James, le mari de Tosha, gravement blessé, se trouvait sur le seuil de la maison. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais malgré les efforts des médecins, il est décédé des suites de ses blessures internes sévères et d'une importante perte de sang. Aucun des enfants présents dans la maison n'a été blessé. Il est probable qu'il n'ait pas été la cible ou qu'il n'était pas visible pour l'auteur au moment des faits. Peu après le drame, la police a reçu 2 appels téléphoniques successifs. Le premier provenait de Curtis Rose, le propriétaire, qui affirmait que son petit-fils aîné, Seth, avait commis la fusillade avant de s'enfuir. Peu après, Seth lui-même a appelé, donnant une version différente et accusant son grand-père Curtis. Il s'est avéré que Seth était blessé au bras, touché par son grand-père. Ce dernier n'a pas nié, expliquant qu'il tentait de retenir son petit-fils pour l'empêcher de fuir la scène du drame. Seth Denton, le suspect, a été arrêté à l'hôpital où il cherchait des soins pour sa blessure. L'enquête avait pour objectif de reconstituer la chaîne des événements tragiques et de découvrir ce qui s'était réellement passé dans la maison des Roses. Étonnamment, une seule version a été prise comme base officielle, tandis que l'autre n'a été examinée sérieusement que plusieurs années plus tard. Le 29 août 2015, vers 18h, les habitants des maisons voisines ont entendu une série de détonations. Personne n'y a prêté attention, pensant que cela provenait des tirs de chasseurs dans les bois alentours où la chasse était autorisée. Un voisin a toutefois été un peu inquiet par le nombre de coups de feu et le silence qui a suivi, mais cela ne lui a pas semblé suffisant pour appeler la police. Un autre voisin a témoigné lors du procès qu'en plus des tirs, il avait entendu des cris. Il est sorti sur le porche pour voir ce qui se passait. Il a aperçu un jeune homme courir depuis la maison voisine vers une voiture garée en bordure de route, poursuivi par un homme. La vue était partiellement obstruée par les arbres, mais il a vu le jeune homme sauter dans la voiture. 2 coups de feu ont retenti, puis le véhicule a démarré en trombe. Quelques minutes plus tard, les sirènes se faisaient entendre et les véhicules de police et d'urgence arrivaient à la maison des Roses. Un hélicoptère médical a atterri sur la pelouse pour évacuer James, qui était encore vivant à ce moment-là.
Tout ce qui se déroulait ressemblait à une scène de film, et aucun témoin ne comprenait vraiment ce qui s'était passé. Les policiers ont été accueillis par le propriétaire âgé, Curtis, qui tenait une arme à feu. Une autre arme appartenant à Curtis sera retrouvée plus tard dans sa chambre. Curtis a livré sa version des faits, qui fut prise comme base de l'enquête et longtemps considérée comme la seule crédible. Selon lui, rien ne laissait présager de problème ce jour-là. Sa fille, son gendre, leurs enfants et la fillette du voisinage étaient venus lui rendre visite. Curtis bricolait dans sa caravane au fond du jardin. Il a entendu des coups de feu, mais comme la plupart des voisins, il n'y a pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait de chasseurs. Soudain, son petit-fils Seth est apparu à la caravane, très agité. Il lui a annoncé qu'un drame s'était produit et lui a demandé d'appeler les secours. Curtis a suivi Seth dans la maison et a découvert les corps sans vie de sa femme et de sa fille. Il a immédiatement pensé aux enfants, qui étaient dans une autre pièce, effrayés mais indemnes. Il les a conduits à l'arrière de la maison et les a enfermés pour qu'ils ne voient pas l'horreur. Pendant qu'il appelait les secours, il a vu Seth quitter précipitamment la maison et courir vers la route. Curtis a pris son arme et a poursuivi son petit-fils, convaincu qu'il était le tireur. Alors que Seth sautait dans la voiture, Curtis a tiré 2 coups de feu. Une balle a brisé la vitre arrière sans toucher le conducteur, l'autre a atteint Seth à l'épaule gauche. Malgré sa blessure, Seth a réussi à s'échapper. Arrivé chez un voisin, il a appelé la police pour signaler ce qui venait de se passer. Le shérif local, en charge de l'enquête, était perplexe. Le déroulement des faits semblait si étrange et illogique qu'il n'avait jamais connu de cas comparable. Dans un communiqué, il a déclaré que les enquêteurs avaient un travail difficile devant eux pour reconstituer l'ensemble de cette affaire. Après l'arrestation de Seth Denton, il a été nécessaire de déterminer le motif qui avait poussé ce jeune homme à agir de manière aussi dure envers les membres de sa famille. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que ce motif a été rapidement identifié. Seth était l'aîné de sa mère, Toshi, qu'elle avait eue très jeune. Sa relation avec le père de l'enfant n'avait pas fonctionné, et l'éducation du garçon avait principalement été assurée par ses grands-parents, pendant que la jeune femme tentait de stabiliser sa vie personnelle. Selon certains rapports, Toshi souffrait d'un trouble bipolaire et consultait régulièrement une clinique. Il était probable que son fils ait aussi hérité de ce trouble. Depuis son enfance, le garçon nourrissait un ressentiment profond envers sa mère, qu'il voyait très rarement. Avec le temps, ce ressentiment s'est transformé en une véritable animosité, dont Seth parlait souvent à ses amis et à sa famille. Après avoir terminé ses études secondaires, il avait décidé de s'engager dans l'armée. 1 an plus tard, de retour chez ses grands-parents, il y avait de nouveau trouvé refuge. Mais bientôt, il choisit de mener une vie indépendante et déménagea en ville, où il loua un petit appartement avec un ami. Il trouva un emploi dans un restaurant de restauration rapide local, mais peu avant le drame, il avait perdu son travail. Sa famille et ses proches parlaient de lui en termes positifs, soulignant qu'il n'avait jamais montré de comportement violent, qu'il ne fréquentait pas de mauvaises influences et qu'il respectait la loi. Pourtant, malgré ses qualités, les enquêteurs considéraient que le principal mobile du crime était le ressentiment profond de Seth envers sa mère et son conjoint actuel. Selon l'enquête, les événements de cette journée se sont déroulés ainsi, aux alentours de 17 heures. Seth s'est rendu en voiture chez ses grands-parents, vêtu d'une veste camouflage. Dans son véhicule se trouvait un fusil semi-automatique. Il laissa la voiture sur le bord de la route et, armé, se dirigea vers la maison en passant par la porte arrière. Seth tira plusieurs coups, tuant sa mère et sa grand-mère, et blessant gravement son beau-père. Après cela, il abandonna sa veste et le fusil près de la porte arrière, puis se rendit chez son grand-père pour lui demander d'appeler la police. L'ordre exact des tirs n'a jamais été établi, car Seth a nié toute responsabilité. De plus, il reste mystérieux pourquoi il a demandé à son grand-père de prévenir les autorités au lieu de fuir immédiatement. On suppose que ses cibles principales étaient sa mère et son beau-père. Sa grand-mère aurait été tuée comme témoin inutile. Parmi les preuves majeures de sa culpabilité figuraient la veste et le fusil retrouvés à l'entrée arrière, des traces de sang sur ses chaussures, ainsi que des balles dans sa voiture. Fait étonnant, environ 100 cartouches ont été découvertes, mais personne ne s'est interrogé sur la nécessité d'une telle quantité alors qu'il ne semblait viser que 2 personnes. Un autre élément étrange concerne le moment des faits. Selon le grand-père, après être entré avec son petit-fils dans la maison, il découvrit la scène tragique et Seth s'enfuit précipitamment.
Curtis, le grand-père, prit les enfants en sécurité, appela la police, sortit une arme qu'il possédait et parvint à rattraper son petit-fils, qu'il blessa par 2 fois. Ce n'est qu'en 2016 que Seth exposa sa version des faits devant la justice, une version jusqu'alors ignorée. Il expliqua avoir toujours été proche de ses grands-parents, qui l'avaient élevé, mais qu'il évitait par tous les moyens les rencontres avec sa mère. Adolescent, il fréquentait souvent les stands de tir avec son grand-père, qui l'avait encouragé à s'engager dans l'armée. Le jour des faits, Seth avait appelé sa tante maternelle, Amanda, la sœur cadette de sa mère. Il lui avait dit qu'il allait voir ses grands-parents, mais qu'il voulait éviter sa mère. Amanda ignorait que sa sœur et son mari étaient chez leurs parents et rassura Seth, lui disant qu'ils pouvaient aller sans craindre de croiser leur chemin. Elle confirma ce témoignage au tribunal, précisant que son neveu ne pouvait pas savoir que sa mère et son beau-père étaient présents. Seth espérait aller au stand de tir avec son grand-père, ce qui expliquait la présence du fusil et des nombreuses cartouches. Arrivé à la maison, il montra son arme à son grand-père dans la remorque où celui-ci travaillait. Ils discutèrent brièvement, puis Curtis se dirigea vers la maison, toujours armé, suivi par Seth. Ce dernier pensait que son grand-père allait l'accompagner pour tirer sur des cibles. Mais dès que Curtis entra, il ouvrit le feu immédiatement. Les personnes présentes n'eurent pas le temps de réagir ni de se cacher. Les avocats de Seth évoquèrent une possible crise passagère de Curtis, qui aurait alors tué les membres de sa famille. Cette hypothèse fut cependant jugée invraisemblable et rapidement écartée. Malgré la présence de traces de sang sur les vêtements et chaussures de l'homme âgé, il ne fut jamais considéré comme un suspect. Le jeune homme comparaissait pour un triple meurtre prémédité, encourant la peine capitale. Le grand-père, témoin clé, avait même déclaré être prêt à tuer son petit-fils ce jour-là. Pourtant, le tribunal jugea son comportement justifié. Curtis Rose ne fut ni arrêté ni interrogé en tant que suspect, et sa version des faits fut acceptée comme la seule vérité. De nombreux détails et incohérences furent simplement ignorés. La version de Seth ne fut examinée qu'1 an et demi après le drame. La plupart des preuves matérielles confirmaient les dires de Curtis, mais ce qui ne collait pas fut écarté par l'enquête. L'argument principal du procès était que M. Rose n'avait aucun motif évident pour tuer sa femme, sa fille et son gendre. L'idée d'une crise passagère était jugée peu crédible. Le procès dura plus d'1 semaine. Près de 200 éléments de preuve furent présentés et des dizaines de témoins, voisins, membres de la famille et amis furent entendus. Les témoignages du grand-père et du petit-fils s'opposaient totalement, et il était clair que l'un d'eux mentait. Le jury délibéra plusieurs jours, se déclarant épuisé tant moralement que physiquement. Mais lorsqu'il rendit son verdict, il déclara à l'unanimité ne pas douter de la culpabilité de l'accusé pour tous les chefs d'accusation. Ainsi, Seth Denton fut reconnu coupable de triple meurtre. Toutefois, après un examen approfondi de toutes les preuves et circonstances, la Cour exclut la peine de mort, prononçant une réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant au moins 50 ans. Le condamné n'a jamais reconnu sa culpabilité. Il purge actuellement sa peine dans une prison du Tennessee. Quant aux enfants orphelins de Tosha et James Milhorn, ils furent confiés à d'autres membres de la famille, notamment leur tante Amanda et leur grand-père Curtis. Vous avez regardé la chaîne Les Ombres du crime. Merci d'avoir regardé et bonne journée.